Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. 8 heures du matin, moins 10 degrés. Comme chaque jour, Naranjerel et son fils, Saïtnaa, 4 ans, sortent du trou qui leur sert de maison. Un puits d'accès au réseau de chauffage urbain envahi par la pourriture, l'urine et la boue. Pour aller gagner péniblement 1000 toucriks, c'est-à-dire même pas 1 euro. Allez, on va vendre nos canettes. Pour survivre, il fouille inlassablement les poubelles de la ville à la recherche de vieilles bouteilles et canettes qu'il va revendre au recyclage. Où est la mère de l'enfant? Impossible de le savoir. Malgré un soleil trompeur, le froid est extrême. Il fera bientôt moins 30 degrés. Et pendant 7 mois. C'est pour échapper à une mort certaine que les sans-domicile trouvent refuge dans les entrailles surchauffées de la capitale. Ici, les gens jettent leurs déchets. On récupère les restes de repas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme pour qu'il en soit réduit à manger des détritus avec son fils? Et qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour qu'on laisse un enfant de 4 ans vivre comme un clochard? J'étais professeur à l'académie militaire, mais j'ai eu un accident. Je me suis retrouvé en invalidité, sans amis et sans travail. Donne-moi ta main. Ta main. Toi aussi, mon fils, tu porteras les poubelles. Tiens, ramasse ce papier et va le mettre à la poubelle. J'ai 2 autres enfants. Ils sont mariés, ils vivent chez leurs beaux-parents. Je leur rends pas visite, je peux pas y aller dans cet état. Je suis très content qu'ils aillent bien, mais j'ai honte de moi. Pourquoi vous avez honte? Parce que je suis pauvre. Les gens viennent parler avec vous? Non, les gens ne viennent jamais discuter avec moi comme ça. C'est la première fois. Je te remercie. Je viens du village de Tchenker dans l'Arkhangaï. Mon père était un très bon chanteur. Regarde mon fils, c'est mon bien le plus précieux. Il me suit tout le temps. On ne se sépare jamais. Je l'aime tellement. L'histoire de ce père et de ce fils, c'est celle de la Mongolie d'aujourd'hui. Des êtres perdus entre 2 mondes, inadaptés à une nouvelle réalité, sacrifiés à un capitalisme balbutiant. Ils sont les victimes de la transition. Depuis l'effondrement de l'Empire soviétique, ils font le douloureux apprentissage de la liberté. Avant de venir ici, qu'est-ce que je savais de la Mongolie? Un pays coincé entre la Russie et la Chine, une destination touristique, des grands espaces, des cavaliers qui chassent avec des aigles, le désert de Gobi, Gengis Khan. Finalement, pas grand-chose. Un dzud, par exemple. Je ne savais pas ce que c'était qu'un dzud. Eh ben, c'est une catastrophe climatique rarissime. Un vent glacial qui peut atteindre moins 60 degrés et auquel le bétail ne résiste pas. Et il y en a eu 2, pratiquement coup sur coup. Cheptel décimé, ça veut dire plus rien à manger, plus d'argent,
plus de soins, plus de moyens de locomotion, plus d'écoles. Donc, un exode vers les villes, et donc une catastrophe humanitaire. Des nomades ruinés et affamés, contraints de se replier avec leurs yourtes dans de gigantesques bidonvilles glacés. Des réfugiés. Alors j'ai eu envie de raconter l'histoire de ces victimes, de ce peuple qui perd pied, mais qui lutte pour tenter de préserver sa culture et son identité. Un des premiers personnages que je rencontre dans ce paysage de misère qui ceinture la ville est Bayar Biamba, ce qui signifie samedi de fête. Il est venu donner un coup de main à ses enfants. Je suis éleveur. J'ai laissé mes bêtes à la campagne. Je suis venu aider 2 de mes enfants qui ont trouvé du travail par ici. Vous pensez que vous allez vous installer ici? Peut-être mes enfants, mais moi non. Moi j'ai grandi à la campagne. Cette vie ne me convient pas. Et puis il y a la pollution aussi. La fumée, c'est horrible. Ça n'existe pas à la campagne. Non. Dans ce passage brutal du Moyen-Âge à la modernité et de la férule soviétique au vertige démocratique, il y a Oyun Shimeg. Elle vient d'arriver en ville avec son mari et sa fille. Nous sommes arrivés il y a une vingtaine de jours. Je suis venue de la région de Bayakongo. Pourquoi est-ce que vous avez quitté la campagne? On est venu s'installer en ville car toutes nos bêtes sont mortes de froid cet hiver à cause du dzud. Comme Oyun Shimeg, chaque jour de nouveaux habitants des plaines troquent leur vie de nomades pour des bidonvilles d'une capitale qui a le charme des bars HLM. Beaucoup de ces anciens nomades qui n'ont pas réussi à s'insérer en ville survivent grâce aux ONG étrangères. Olivier est ici depuis 1 an et demi. Il coordonne les programmes alimentaires d'action contre la faim. Le pays est en train de vivre une transition, je pense. Il y a beaucoup de nomades qui se sédentarisent et ce phénomène a l'air assez rapide. Et il y a un problème d'adaptation de structure au niveau de la ville. Et aussi, je pense que les gens ils doivent recommencer un nouveau mode de vie, quoi. En attendant, il faut manger. ACF contribue à fournir l'essentiel avec des soupes populaires, où se bousculent chaque jour des centaines de gueules cassées et des gamins solitaires. Tu viens souvent ici? Oui, Où sont tes parents? je n'ai pas de père. J'habite avec ma mère. Elle est femme de ménage. Avec ce que je gagne, je peux à peine acheter un sac de farine. Avant, je travaillais dans une centrale électrique. Je picolais les produits de nettoyage des cuves là-bas. Aujourd'hui, je suis alcoolique et je ne peux plus m'arrêter. En Mongolie, pauvreté égale alcoolisme. Un alcoolisme radical qui fait tomber encore plus bas ceux qui ont cherché un refuge dans une vodka trafiquée au méthanol, terriblement toxique et qui ne coûte pratiquement rien. Les plus chanceux de ces laissés pour compte échouent à l'hôpital de la Charité, unique établissement gratuit et qui est soutenu par ACF. Pauvres parmi les pauvres, ils sont ramassés dans la rue ou sous les trottoirs de la ville, inconscients, baignant dans un véritable bouillon de culture où ils développent des maladies infectieuses, tuberculose, pneumonie, typhoïde, hépatite. Elle a eu une opération. Une opération de quoi? De la foie. Du foie? Oui, du foie, oui. C'est à cause de l'alcool. Il a 24 ans. D'accord. Depuis 6 ans, il boit. Ямар хүүтэн байна хөлдөө өвөл баба гарлаа хачних таалаа хамрын үзэр хөлтөө лага бэлсүү хамаг би писта motherfucker лага. Les entrailles de la capitale abritent également des gamins en rupture, fuyant la violence d'un foyer ou bien abandonnés par leurs parents.
C'est dans les cryptes angoissantes des sous-sols qu'ils reconstituent leur famille d'adoption. On les trouve dans la rue, livrés à eux-mêmes, traînant en bande et incapables de se projeter dans l'avenir. Ils sont des proies faciles pour la police, qui les charge de tous les crimes, pour les proxénètes et pour les caïds du coin. Ça fait 11 ans que je vis dans la rue. C'est mon père qui m'a abandonné à la gare. Moi, j'ai 13 ans. T'es ici depuis combien de temps? Je me suis enfuie de l'orphelinat l'année dernière. Ils s'appellent Bahatar, Munkouv ou encore Batmounk. Ils ont entre 13 et 17 ans et leur vie est si précaire qu'elle se conjugue au présent. On ne mange pas trop. Si on trouve une voiture à laver, ça va. Sinon, on ne mange pas. La police et les caïds du quartier nous font la vie dure. Quand on dort, ils viennent pour nous battre. La police aussi. Ça fait peur. À chaque fois que quelqu'un se fait voler à la station de bus, c'est nous que la police accuse. C'est pas facile comme vie, mais on est habitué. Ici s'entassent les mômes qui vivent dans une odeur de pourriture. Les fameuses canalisations, de l'eau à 130 degrés. Elles peuvent vous cuire comme un steak quand une fuite ne vous ébouillante pas pendant la nuit. On suffoque dans ce refuge misérable de 6 mètres carrés surchauffé. En hiver, ça va, il fait chaud ici. C'est pas trop dur de vivre dans ces conditions? Ça va. Il y a des mouches et des cafards partout ici. Vous voudriez aller à l'école? Non, c'est la seule chose qu'on est sûr de ne pas aimer. Regarde ce qu'ils ont fait à la main de Bayara. On dormait, quelqu'un a dit « Y a quelqu'un ?» C'était la police. Ils nous ont demandé de sortir et on est sortis. J'étais juste en débardeur. Moi, j'ai eu de la chance. Ils m'ont laissé, ils ont tabassé mes 2 amis. Ils ont beaucoup pleuré. Pourquoi la police vous tape? C'est comme ça, les flics nous battent tout le temps. Ils ont pris l'habitude. Qu'est-ce que t'as au bras? Des cicatrices. Comment tu t'es fait ça? J'étais sous. Dieu, à moins que ce ne soit les plus désespérés, prennent tous les risques pour fuir une déchéance inéluctable. Anciens bergers, dépossédés de leurs bêtes par le froid, ou bien ouvriers au chômage, ils quittent la ville à pied et gagnent des vallées éloignées. Ils parcourent parfois plusieurs centaines de kilomètres. Ils se précipitent vers le nouvel Eldorado de la misère. Les mines d'or. Ça fait rêver. Moi aussi, ça me fait rêver. Alors j'essaie d'y aller. Personne ne semble savoir où c'est, parce que c'est illégal. On me dit que c'est dangereux, que c'est violent. Tant pis. Nous partons à la rencontre de ceux que l'on appelle les ninjas. C'est plus intéressant de travailler ici qu'à Oulan-Bator. Oui, l'or ça gagne mieux. Qui est-ce qui creuse dans le trou là? Une amie à moi. Viens, montre-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Là-dessous, c'est dangereux? Oui, bien sûr. Quel genre de danger? Pardon? Ça peut s'effondrer? Ah oui, ça peut s'effondrer. Et après, on prend la terre et on va la tamiser là-bas, à la rivière.
On est loin de la sauvagerie qu'on m'avait annoncée à Oulan-Bator. Ici, personne ne nous menace de quoi que ce soit. Hommes épuisés, vieillards, femmes et enfants fouillent la terre, en charrient des tonnes sur leur dos brisé, se gèlent les mains dans une eau glacée à la recherche de quelques grammes de métal précieux. Combien on peut en trouver? Ça dépend du sol, de la personne qui cherche aussi. Quelques grammes par jour peut-être. C'est vraiment très difficile. Il fait très froid ici. L'eau est gelée. En plus, on n'a pas d'engin mécanique pour creuser, nous. C'est tout à la main. Avant, j'arrivais à soulever un sac de terre, mais là, je n'ai plus de force. J'ai mal aux jambes. Certains de ceux qui se sont échoués ici s'y épuisent depuis plusieurs années pour faire vivre leur famille. Comme Kishik Bahatar, qui est là depuis 3 ans. J'ai 2 enfants étudiants. Il faut bien que je fasse quelque chose pour eux. Je paye leurs études d'ici. C'est difficile pendant l'hiver, mais l'été, ça va mieux. Voilà ce que j'ai trouvé pour le moment. Pour une journée, c'est pas grand-chose. C'est difficile. On fait tout à la main. En plus, les engins des compagnies privées bloquent les accès des meilleurs coins. Ils disent que c'est à eux. On est dans la mine et ils arrivent avec leurs machines et commencent à creuser à côté de nous. C'est très dangereux et on n'arrête pas de s'engueuler avec eux. Tout à coup, nous étions tous les acteurs d'un théâtre de l'absurde. Au bout du monde, des êtres couverts de poussière, épuisés par des travaux inhumains, mais debout. Face à eux, des Français sidérés par une telle énergie du désespoir. Dans ce décor lunaire, je ne voyais plus la misère, effacée par l'énergie de ces gens qui continuaient à espérer. Qui avaient foi en l'avenir, comme ces enfants insouciants, qui jouaient dans ce no man's land. Dans ce nomad's land. C'était presque la fin du voyage. Et je commençais à me demander comment j'allais le raconter. J'avais croisé des gens qui avaient tout perdu. Bétail, emploi, famille, bonheur, mais jamais leur dignité. J'ai découvert un peuple d'une force incroyable. Je ne pouvais pas partir de ce pays sans rencontrer ceux qui s'en étaient sortis. Ils existaient forcément. Ce sont ceux que le vent glacé a poussés vers la ville, qui ont relevé la tête et qui ont réussi à retourner dans les steppes, là où sont leurs racines. Comme Niam Dorje, dont l'histoire raconte la puissance de Ki-Mor, le cheval du vent, qui est pour les Mongols symbole de force et d'énergie vitale. Tu tapes comme ça? Non, là c'est bien, Avec le Dzud, j'ai perdu 26 chevaux et pratiquement une centaine de moutons. Les chèvres, je les ai vendus pour acheter de l'essence pour ma moto, dans l'espoir de retrouver les bêtes égarées. Mais j'ai rien retrouvé du tout. J'étais complètement déprimé. J'avais perdu le sommeil. J'ai failli devenir fou. C'était très dur. Les conditions étaient très difficiles à supporter, surtout psychologiquement. On a été obligés de partir, on n'avait plus rien. Mes fils ont gardé les 2 chevaux et nous, on a marché jusqu'à la ville. Mes 2 chiens sont morts pendant le voyage. C'est très dur, vous savez, de quitter sa région natale. Et puis, faut pas croire qu'en ville, on a la belle vie. On a trouvé un boulot de gardien. On gagnait 50 000 tugriks. Ça a duré que quelques mois. Le patron a donné le travail à quelqu'un qu'il connaissait mieux.
De toute façon, on étouffait en ville. On n'a pas été habitué à vivre entre des murs. Ça n'allait pas. On avait envie de retourner chez nous, mais on n'osait pas. Comment faire sans les bêtes? Et puis, on s'est décidé, on s'est dit que il y aurait toujours quelqu'un pour nous donner un peu de yaourt et de lait de jument. Vous savez, même sans rien, on est mieux là où on est né, parce qu'il y a la famille, les amis, tout le monde se connaît. On était contents de rentrer chez nous. On est arrivé en été. Quand nos voisins nous ont vus revenir, ils nous ont demandé si on était venus prendre l'air. Alors, on a fait de beaux rêves? Le souvenir que j'aurais voulu garder de ce voyage, c'est celui de ces nomades qui ont réussi à retrouver leurs repères, leur identité, leur troupeau. Au moment de partir, je repensais à ces regards que j'avais croisés pendant ces 12 jours en Mongolie. À ces histoires d'hommes et de femmes qui m'avaient marqué. Mais parmi toutes ces images qui se sont gravées dans ma mémoire, celle qui va continuer à m'obséder longtemps, c'est celle qui raconte la vie de ce père et de son fils.